Bonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Le débat sur les OQTF est revenu après le meurtre de la jeune Philippine. Le suspect aurait dû être envoyé vers le Maroc. Est-ce que vous nous dites ce matin, maintenant que vous êtes au gouvernement, 100% ou en tout cas beaucoup plus d'OQTF seront exécutés ? J'ai la certitude que c'est la feuille de route que vont se fixer le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Mais on comprend bien aussi quand on rentre dans cette affaire et toute l'inefficacité du système qui s'est installé dans notre pays, qu'il va falloir qu'on aide le gouvernement en portant des propositions à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que le cadre législatif change. On a découvert, par exemple, ce maximum de 90 jours qui nécessite 4 passages devant un juge des libertés. La plupart des pays en Europe, qui sont des grandes démocraties qui respectent les droits de l'homme, se fixent des échéances beaucoup plus longues. C'est pour ça qu'avec le groupe La Droite Républicaine autour de Laurent Wauquiez, on va faire des propositions en ce sens pour allonger ce délai maximum dans un certain nombre de cas d'OQTF. Et lorsqu'on est face... Pour être précis, et je vous interromps, mais allonger la durée de rétention, le temps d'examiner, c'est ça que vous voulez dire ? Absolument. Et puis dans les cas plus particuliers, comme ceux qui, par exemple, ont déjà un casier judiciaire, ont commis des crimes, comme c'est le cas de l'assassin de la jeune Philippine, évidemment, il faut qu'on puisse aller même encore au-delà, puisque, au fond, l'objectif, c'est qu'ils ne puissent pas ressortir de rétention avant d'être envoyés dans leur pays d'origine. Sur la rétention, précisément, juste pour être bien précis et pour être sûr de bien comprendre, on rallonge la durée, oui. Même sans condamnation. En fait, on va porter... Il y a un moment, la situation provisoire, s'il n'y a pas de condamnation judiciaire, devient problématique, non ? Deux éléments pour ça. La première... on part sur une base, aujourd'hui, dans le cadre légal, il faudrait qu'on puisse se dire, c'est 90 jours, tout de suite, automatiquement, c'est un maximum, parce que si la personne est renvoyée avant, elle est renvoyée avant, 90 jours, et si la personne présente des risques pour la sécurité, eh bien, qu'on puisse aller encore plus loin. Mais moi, je vais vous dire, il faut surtout revenir un tout petit peu en arrière, c'est le gouvernement de François Hollande qui a transformé le fait d'être sur notre territoire sans douane ni titre en simple procédure administrative, alors qu'avant c'était un délit. Et comme c'était ça changerait un délit, tout ça, Vincent Jeanbrun ? ça changeait déjà à l'époque beaucoup de choses, puisque ça voulait dire que la police qui fait un contrôle se rend compte que l'individu n'a pas de titre de séjour, n'a pas le droit légalement d'être sur notre territoire, il peut être mis en garde à vue, déféré le cas échéant et donc gardé en prison aussi longtemps que nécessaire, évidemment sous le contrôle des juges et du contrôle du juge des libertés. Mais ça changerait énormément de choses. Pour revenir... Et ça vaudrait le coup de se poser la question. Et je vais vous dire simplement, je pense à titre personnel, je n'engage que moi, que on doit aux parents de Philippine, on doit à tous ces parents qui ont été endeuillés par toutes ces affaires sordides et indignes, on leur doit de dire, quand quelqu'un est condamné à quitter le territoire de manière obligatoire, on doit vous garantir qu'on ne quittera plus des yeux les OQTF. Ça veut dire que les personnes qui ont obligation de quitter le territoire, on doit savoir où elles sont en permanence. Et il y a des choses qu'on doit pouvoir investiguer, comme peut-être les bracelets électroniques, par exemple. Pour revenir sur l'objectif, parce que là, vous avez présenté les propositions qui sont les vôtres, cette idée de loi, effectivement, pour rallonger les délais, ça doit permettre de réaliser combien d'OQTF en plus ? C'est quand même ça le sujet principal. Mais d'une certaine façon, je crois que là, encore une fois, on doit à ces familles le fait de pouvoir mettre dehors tous les OQTF qui auraient commis des crimes et des délits. Mais plus largement ça représente quoi ? C'est pas à moi de le dire, mais plus largement. On sait, mais que les OQTF, 96% visent des étrangers qui ne sont pas délinquants. Mais en fait, ça veut dire que c'est 4%. Est-ce que ça ne pose pas la question de la façon dont on délivre ces OQTF ? Mais clairement, il y en a effectivement... Trop. Il y a trop de personnes qui rentrent illégalement sur notre territoire. Il y a non, Bruno Retailleau. Je comprends bien, mais Bruno Retailleau disait la France ne peut pas être un hall de gare. À un moment donné, on doit protéger nos frontières pour éviter d'avoir à la fois des personnes qui viennent de l'étranger et qui peuvent devenir ici des criminels, mais aussi, et c'est une question d'humanité, tous les étrangers qui rentrent bien sur sûr, ne sont pas des criminels en puissance. Vous savez, est-ce qu'on mélange pas un petit peu tout là ? J'ai fait nuit blanche cette nuit puisque j'étais sur le marché international de Rungis, qui est au cœur de ma circonscription. Le marché tient par plein de citoyens engagés qui font tourner des entreprises toute la nuit pour nous permettre de manger et manger des produits de qualité. Beaucoup
viennent de l'étranger. Donc vous n'entendrez pas dans mes propos le fait de dire on n'a pas besoin de forces vives qui viennent du monde entier. La différence, c'est que là, vous avez des personnes qui ont choisi de venir en France, qui se sont fait signaler quand ils sont rentrés sur notre territoire et ont un titre de séjour pour pouvoir travailler et accompagner le pays dans sa réussite. C'est pas la même chose quand vous avez sciemment franchi la frontière illégalement. Et Vincent Jeanbrun, il faut être capable de distinguer les deux. On peut imaginer que Gérald Darmanin, prédécesseur de Bruno Retailleau, il a quand même essayé de faire un certain nombre de choses. Ça n'a pas beaucoup marché. Est-ce que sur les aspects diplomatiques, par exemple, qui sont un aspect très important, puisqu'il faut que le pays qui doit accueillir la personne sous le coup d'une OQTF accepte de l'accueillir, est-ce que là, il faut engager un bras de fer, par exemple, je ne sais pas, avec l'Algérie, avec le Maroc, avec ces pays-là? C'est une évidence, parce qu'encore une fois, ça doit le gouvernement actuel, Michel Barnier, peut-être va aller au bras de fer. En fait, c'est un rapport diplomatique. Il faut faire attention au mot quand on fait de la diplomatie. Mais on met évidemment l'ensemble des autres titres de séjour et de visa pour commencer. Mais on a aussi énormément de partenariats de co-développement ou de coopération. Donc c'est compliqué de donner à certains pays et qu'il n'y ait pas une réponse en face. Donc ces bras de fer diplomatiques, ils sont une évidence. Mais de manière générale, parce qu'on se disait, mais quel est le bon pourcentage ? Le bon pourcentage, quand on parle de QTF, normalement c'est 100%, parce que à un moment donné, la parole de l'État, elle doit avoir un sens et elle doit être suivie d'effets. Si vous avez donc la parole de l'État... La délivrance elle-même de l'OQTF, vous questionnez juste son application. Je considère qu'à un moment donné, on doit pouvoir choisir qui rentre et qui sort de notre territoire. Et moi, j'irais même plus loin. Et encore une fois, je n'engage que moi et c'est à titre personnel, mais je considère qu'une personne qui est rentrée une fois illégalement sur notre territoire, on doit pouvoir lui dire « c'est fini, tu ne seras plus jamais régularisé sur notre sol parce que tu as enfreint la frontière et tu as enfreint la règle. » C'est un message qu'il faut envoyer parce que derrière les quelques cas de criminels extrêmement graves comme ceux qui défraient la chronique actuellement, vous avez aussi plein de drames humains, c'est-à-dire des personnes à qui on a promis de l'Eldorado en France, qui arrivent parfois dans des centres d'accueil des demandeurs d'asile. J'en ai un sur la commune de l'Île-Rose dont je suis maire, et on voit bien, on leur a promis l'Eldorado et en fait c'est la misère, c'est des conditions qui sont pas acceptables. Donc autant envoyer un message très clair, ça ne marche pas, la fraude, ça ne marche pas. Est-ce que Vincent Jeanbrun, il faut expulser automatiquement à l'issue de leur peine les étrangers condamnés à au moins 3 ans de prison? Ça me paraît évident, mais de manière générale, encore une fois, si on... Donc vous allez voter la proposition de loi du Rassemblement National qui sera présentée le 31 octobre, c'est ce qu'il propose? Moi, je vais regarder ce qu'il y a dedans, mais je pense que vous pourriez la voter. On aura des propositions de la droite républicaine, et c'est nos propositions. La première que nous qui arrive, allons c'est celle du Rassemblement National. Et nos propositions, c'est celle-là que j'ai l'intention de voter. Mais derrière, vous comprenez bien que nos concitoyens, ils n'arrivent pas à entendre que l'État prononce des obligations de quitter le territoire et que ça ne soit pas suivi d'effet. Donc on se doit se donner les moyens. Et effectivement, Gérald Darmanin avait pris ce sujet à bras-le-corps, mais a souligné à quel point le cadre légal était contraignant. Et je pense qu'il faut avoir le courage de dire on doit muscler notre réponse judiciaire et policière de manière à ce qu'on n'ait plus jamais à commenter des drames aussi horribles que celui qui concerne la famille de Philippine. Vincent Jeanbrun, dans cette affaire du viol et du meurtre de Philippine, est-ce qu'il n'y a qu'un sujet immigration et un sujet judiciaire selon vous? Est-ce que ça ne pose pas aussi la question du viol dans notre société? Ça la pose évidemment, mais par contre, attention à ne pas réduire de façon assez scandaleuse cette situation à une simple question autour de la place... C'est d'abord un étranger ou c'est d'abord un violeur? C'est d'abord un récidiviste du viol. Et la France entière s'est émue par exemple du procès de Mazan. Il ne faut pas se poser la question comme ça, sincèrement. Mettez-vous 2 secondes à la place des parents de Philippine. Mettez-vous 2 secondes à leur place. Cet individu ne devait pas être là. Il ne devait pas être là. On aurait dû le renvoyer dans son pays d'origine. Donc, violeur ou pas violeur, prédateur ou pas prédateur, prédateur ou pas prédateur, il ne devait pas être là. C'est donc dans ce sens-là que je veux poser la question. On a exposé cet aspect-là du sujet, mais pourquoi ensuite, vous refusez cette partie-là je la refuse pas. Je dis simplement qu'on ne peut pas poser la question du violeur sans
partir du principe qu'ils n'avaient juste pas physiquement à être présents sur notre territoire. Et j'ai vu le syndicat de la magistrature qui s'est fendu d'un texte pour dire c'est d'abord une question de prédateur sexuel avant d'être une question d'OQTF. Moi, je crois que c'est une faute de séparer les deux. Et il faut les prendre de face, ces deux sujets, et ne pas ignorer le côté on a parlé du premier. Comment on prend de face? Comment on change la société, si on peut dire, sur le viol? Il y a eu beaucoup d'émotions, vous le savez, et vous la partagez peut-être sur le procès de Mazan, qui pose la question notamment d'une éventuelle culture du viol en France. Elle existe pour vous? Je ne veux pas rentrer dans des expressions qui d'ailleurs peuvent être parfois un peu creuses. Je vous le disais, et qui explique qu'on n'a peut-être pas agi suffisamment sur certains dossiers. On écoute tous les matins France Info avec ma famille. J'ai mon grand garçon. Et vous faites bien. J'ai mon grand garçon de 9 ans qui entend les commentaires sur l'affaire de Mazan. Et c'est compliqué quand vous êtes parent de prendre ces sujets-là et d'expliquer à votre enfant ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que vous lui dites? Évidemment que nous, on fait le choix non pas d'ignorer, mais de commencer à poser le débat et d'expliquer qu'il y a des personnes dans notre société qui ont des pulsions qui sont inadmissibles, condamnables et criminelles, et qu'on doit collectivement être vigilant. Et ça passe par le soutien à un certain nombre d'associations. D'ailleurs, ce qui est vrai sur la culture du viol est vrai aussi sur les violences intrafamiliales. Et on a, moi je l'ai vécu en tant de mère, combien de fois on a accueilli des femmes qui allaient mourir sous les coups de leur mari. Il y a toute une prévention considérable à faire. Ça passe par identifier, ça passe par libérer la parole, ça passe évidemment par l'éducation pour que très tôt, très jeune, les enfants comprennent ce que c'est que le respect de l'autre et le respect d'autrui. Ça passera aussi probablement par un meilleur contrôle des réseaux sociaux et de la pornographie, parce qu'ils installent dans la culture, notamment de nos jeunes. J'ai eu des discussions avec certains jeunes là aussi de ma commune. Demander une carte d'identité peut-être ça me paraît fondamental de mieux encadrer, parce qu'on le sait, on l'a vu, on peut faire le test demain matin si on veut, des mineurs très 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 jeunes qui ont accès à des contenus pornographiques. C'est quelque chose qui sera porté peut-être par le gouvernement ou par des députés de la droite? Je ne prendrai pas l'engagement aujourd'hui parce que le calendrier est plein d'énormément de priorités. Mais ça mérite évidemment d'être un débat, d'ailleurs transpartisan à l'Assemblée nationale. Encore une fois, moi je suis devant vous en tant que député, mais d'abord en tant que citoyen et père de famille. Moi j'ai envie qu'on protège mes enfants et qu'ils grandissent dans une société avec des valeurs, j'allais dire nobles, des valeurs saines. Et on voit bien qu'il y a aujourd'hui des outils qui vont à l'encontre de ça et qui pervertissent probablement une partie de notre jeunesse. Vincent Jeanbrun, vous restez avec nous. On se retrouve dans une petite minute pour continuer à évoquer l'actualité politique, l'actualité gouvernementale également, juste après le Fil Info, 9h moins le quart. Maureen Suignard. C'est une fraude à 100 millions d'euros que France Info vous révèle ce matin. Une fraude qui a touché Kiabi, l'enseigne d'habillement victime d'une escroquerie. C'est une ancienne comptable qui a réussi à usurper l'identité d'un responsable de l'entreprise de prêt-à-porter. Elle a réussi à virer la somme d'un compte bancaire de l'entreprise à un autre. Elle est en détention provisoire. Benjamin Netanyahou à la tribune de l'ONU. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien qui n'entend pas pour le moment arrêter ses frappes contre le Hezbollah au Liban. 92 morts de plus hier. Refuser un cessez-le-feu serait une faute de Netanyahou, dit Emmanuel Macron. Le chef de l'État qui s'exprime aussi sur le meurtre de Philippine. Un crime odieux, dit Emmanuel Macron, qui exprime l'émotion de toute la nation. Le corps de l'étudiante a été retrouvé dans le bois de Boulogne le week-end dernier. Le suspect est un Marocain de 22 ans en détention en voie d'expulsion. Une victoire pour le premier match de l'OL en Ligue Europa de football. 2-0 contre Lyon, contre les Grecs de l'Olympiakos. Chez les femmes, grosse déception. Le Paris SG éliminé lors des barrages de la Ligue des Champions, une première depuis 2007. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Vincent Jeanbrun, ce matin, député porte-parole du groupe Droite Républicaine. Il y a un autre débat qui est relancé, c'est celui sur l'AME, aide médicale d'État. 8 anciens ministres de la Santé appellent ce matin le gouvernement à ne pas supprimer cette AME pour les sans-papiers. Agnès Buzyn disait tout à l'heure ici sur France Info, c'est pas un dispositif de samaritain de gauche, c'est une question de santé publique. Est-ce que vous êtes d'accord ? Il faut évidemment raison garder. Et je rappelle que c'est la droite du temps de Jacques Chirac qui a lancé cette aide médicale d'État parce qu'il y avait des situations de santé publique et puis des
des principes d'humanité et d'humanisme qui font qu'on se doit, en tant que nation, en tant que pays, d'avoir cette vigilance sur la santé publique et puis cette main tendue humanitaire pour ceux qui seraient en détresse. Et au fond, on reprend la philosophie du serment d'Hippocrate que les médecins, sur lequel les médecins jurent. Donc l'obligation de soins, de porter assistance. Ouais. Mais après, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que l'AME, aujourd'hui, elle est terriblement détournée et qu'il y a énormément d'exagérations et d'abus. Quelles sont les exagérations, quels sont les abus, Vincent Jeanbrun? Je peux vous donner quelques exemples. Allez-y. Le propos ne sera pas tant de la supprimer, à proprement parler, mais de la transformer. Pour être uniquement concentré. C'est précisément ce que critiquent les ministres en question. Sur une aide médicale d'urgence qui fait que quelqu'un en grave détresse, on doit pouvoir venir à son aide. Et s'il y a une problématique de santé publique avec des maladies contagieuses, etc., évidemment que pour protéger les Français, on doit le faire. Donc si on prend un exemple très concret, Vincent Jeanbrun, qui était pris par Agnès Buzyn ce matin. Si on prend par exemple quelqu'un qui doit aller voir un médecin en ville pour des soins auxquels donc il pourrait ne plus avoir droit si c'était juste limité à des soins d'urgence. Il faudrait donc qu'il se rende aux urgences pour se faire soigner. Donc ça engorgerait les urgences, donc ça coûterait probablement plus cher. Est-ce que vous entendez cet argument? Mais j'entends surtout que de qui parle-t-on? On ne parle pas de quelqu'un en situation régulière, on est d'accord. On parle de quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur notre territoire. On parle d'un être humain, ce qui est à la base de cette on est bien d'accord. Cette et donc cette personne, si elle est en situation d'urgence, elle se présente aux urgences, et je sais que nos médecins la prendront en charge, et c'est tout l'honneur de la France. Non, mais ce que dit Agnès Buzyn, c'est que l'urgence coûte plus cher Allez voir et bénéficier de l'AME pour avoir des soins complémentaires que certains Français qui cotisent depuis des années, à quoi comme soins complémentaires, ou sortant ces étrangers d'ailleurs en situation régulière ont du mal à se payer, c'est quand même compliqué. Et je vais vous donner un exemple absurde parce que il faut quand même l'avoir en tête. La région Île-de-France se bat depuis des années parce que figurez-vous que quand vous êtes un citoyen français ou un étranger en situation régulière, vous payez vos transports plein pot. Eh bien, quand vous êtes en situation irrégulière sur le sol français, vous n'êtes pas censé être là parce que vous bénéficiez de l'AME et de la CMU. Vous avez la gratuité sur votre titre de transport de 75%. Mais ça n'est pas, on s'éloigne un tout petit peu du sujet. Mais quand même, est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui, quand on est en situation irrégulière, quand on n'a pas le droit d'être là, on bénéficie d'une protection totale avec la CMU? Parce que c'est ça dont on parle globalement, pour que les auditeurs comprennent bien. Vous êtes couvert à 100%. Qu'on est dans des soins de confort, etc. Je ne veux pas parler de confort. Vous n'avez pas donné d'exemple. Le rapport Stefanini, qui n'est pas exactement un homme d'extrême gauche. Un ami qu'on respecte beaucoup. Voilà, est très clair là-dessus. D'abord, le budget lui-même est relativement modeste. On est sur 1 milliard de... C'est 1 milliard, c'est pas modeste, et les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est une très trop petite proportion du coût de la santé en France. Et encore une fois, c'est un calcul, on peut le penser aussi comme ça, de santé publique. Ça coûte plus cher de soigner quelqu'un en urgence que de le soigner au départ en ville. La question, c'est est-ce que l'individu, qui donc n'a pas le droit d'être sur notre territoire, a vocation à rester sur notre territoire ou pas? Avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le fait que c'est un délit. Est-ce qu'on a vocation à le soigner Si c'est une situation d'urgence, bien sûr. Je vous le redis, c'est une question d'humanité. En revanche, des situations peuvent évoluer vers l'urgence. Prendre la question, la prise en charge des lunettes, des soins dentaires à 100% parce que les personnes en situation irrégulière aujourd'hui ont l'AME, donc ont les mêmes droits que la CMU, ça pose question parce que prioritairement, on a envie de faire en sorte que ce soit les Français qui aient accès aux soins et les étrangers en situation régulière. Encore une fois, quand vous respectez les lois du pays, c'est normal qu'il y ait une solidarité nationale qui s'applique. Quand vous ne respectez pas nos règles et nos lois, vous n'êtes pas prioritaire pour des soins du type qu'on vient d'évoquer. En revanche, les soins d'urgence, ça va de soi. Ça permettrait d'économiser combien, Vincent Jeanbrun? Parce que c'est à peu près 1 milliard. On parle effectivement d'à peu près 1 milliard. Oui, donc mais vous allez pas. Si vous gardez une aide d'urgence, ça fait pas 1 milliard. Écoutez, ça fait partie de propositions qu'on fera quelques centaines avec de millions d'euros maximum. Oui, mais vous dites ça comme si c'était rien. Mais je peux vous assurer que 20 milliards par an, si on réinjecte même un demi-milliard dans le budget de la santé, on soigne mieux et on a des hôpitaux qui fonctionnent mieux. Vous pensez qu'on peut économiser jusqu'à un demi-milliard sur l'AME? On le dira dans les prochaines semaines. Je pense que la vérité sera effectivement entre le demi-milliard et le milliard. Maintenant, encore une fois, protéger toute personne qui est en situation d'urgence, oui.
Maintenant, l'AME, aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'abus et je pense qu'il faut être capable de dire aux Français, on va corriger ça. Vincent Jeanbrun, les 20 milliards, c'est peut-être même 50, c'est ce que dit Pierre Moscovici, dont la France a besoin. Le Premier ministre Michel Barnier réunit les ministres, les LR, les Ensemble pour la République, aujourd'hui en séminaire, pour préparer donc sa déclaration de politique générale de mardi. Il sera sans doute question d'impôts. Est-ce qu'on peut éviter des hausses d'impôts avec un déficit qui devrait dépasser les 6% du PIB? À titre personnel, j'ai envie de vous dire, ce serait vraiment souhaitable qu'on puisse les éviter. La priorité, et c'est ce que l'on porte avec la droite républicaine, et on fera des propositions en ce sens, c'est la baisse des dépenses. C'est le train de vie de l'État, c'est la gabegie à beaucoup d'étages par une multiplication d'acteurs, par une multiplication de la bureaucratie, d'un certain nombre de normes. Et donc la priorité, c'est de dire aux Français, on va faire en sorte d'avoir moins de dépenses au niveau de l'État. Le tout en préservant au maximum les services publics de proximité. Donc l'équation n'est pas simple et la feuille de route du Premier ministre est complexe. Et donc, si on peut éviter les impôts, il faut absolument le faire. Aujourd'hui, on est quand même, je le rappelle, le champion du monde des impôts. La pression fiscale est énorme en France. Et pour autant, on ne peut pas dire que l'hôpital aille mieux, que l'école aille mieux, que la sécurité aille mieux. Donc, il y a un défi là-dessus et il faut changer notre philosophie. Moi, personnellement, j'en suis convaincu. Après, je comprends aussi que le Premier ministre ait besoin d'explorer toutes les pistes parce que ce budget 2025, il va falloir le boucler. La France en a besoin. Et donc, évidemment, on va être à l'écoute de ces propositions. Comment vous jugez les débuts de ce gouvernement Barnier, marqué par une série de couacs, disons-le? Écoutez, je crois qu'il faut prendre un tout petit peu de hauteur. C'est le gouvernement le plus complexe à rassembler de la Ve République. C'est pas une cohabitation, c'est pas non plus une coalition. On est sur une mutualisation de forces politiques. C'est normal que le chef d'orchestre, qu'est Michel Barnier, puisse ajuster et mettre au diapason les forces politiques qui composent ce gouvernement. Mais maintenant, on a parlé tout à l'heure de situations graves. La France regarde ce gouvernement et je vais vous dire sincèrement, tous ceux que je croise, qu'ils aiment ou pas les LR, qu'ils aiment ou pas les macronistes, etc., ils nous demandent de réussir. Et je crois qu'on a l'obligation de réussir. Sur la méthode, Vincent Jeanbrun, recadrer un ministre, c'est une chose. Appeler Marine Le Pen pour s'excuser, comme l'a fait Michel Barnier après les propos de son ministre de l'économie, est-ce que c'est pas un petit peu excessif ? D'abord, moi, je n'étais pas dans ce coup de téléphone et je n'ai pas de certitude qu'ils se soient excusés, on est d'accord. Simplement, en tout cas, ils se sont appelés pour affirmer qu'effectivement, toutes les forces politiques présentes à l'Assemblée nationale et légitimement élues seraient bien reçues. Donc là-dessus, il faut être très clair. Mais encore une fois... Attendez, vous ne répondez pas à la question, si je peux me permettre. Vous êtes à l'aise avec ça ? De la hauteur. Qui recadre son ministre, c'est une chose. Mais que le Premier ministre parle avec les forces politiques légalement et démocratiquement élu ne me choque pas. Ça n'est pas. Encore une fois, pardon, mais ça n'est pas la question. Qu'il parle à la LFI ou au Rassemblement National, ça devrait être pris de la même façon. Du groupe Rassemblement National pour lui confirmer qu'elle serait reçue comme les autres formations politiques. De l'économie. Mais ça avait été déjà fait par communiqué du ministre de l'économie, justement. Écoutez, encore une fois, le Premier ministre, il est en droit de parler à toutes les forces politiques démocratiquement. Ça ne met pas dans une position de faiblesse vis-à-vis du RN, clairement. C'est pas une position de faiblesse. Le RN s'amuse à dire que le gouvernement serait sous surveillance. Mais effectivement, ce gouvernement, il est sous surveillance des Français. Les Français nous regardent et on se doit de réussir. Et on ne réussira pas dans la situation de majorité totalement relative qu'on connaît à l'Assemblée nationale si on n'est pas capable de parler à toutes les forces politiques. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de faire tel ou tel signe à Marine Le Pen, il s'agit de parler aux Français. Et les Français, ils ont été 11 millions à voter démocratiquement pour la formation de Madame Le Pen. Personnellement, je le regrette. Moi, je les combats sur le terrain des idées. Ce n'est évidemment pas ma formation politique et je ne souhaite pas être en partenariat avec eux. Pour autant, je respecte les électeurs qui ont voté pour eux. Vincent Jeanbrun, le parquet de Créteil a ouvert une enquête préliminaire contre vous pour prise illégale d'intérêt notamment. On vous soupçonne d'avoir attribué des logements appartenant à un syndicat intercommunal à deux de vos collaborateurs. Alors vous dites que c'était une pratique déjà en œuvre au sein du syndicat lorsque vous êtes arrivé à la mairie. Pourquoi avoir continué ? Écoutez, je ne vais pas commenter cette affaire que j'ai découverte comme vous dans la presse hier. En l'occurrence, j'apprends qu'il y a une enquête. Je me tiens évidemment à disposition pour prouver et la légalité et la bonne foi de tout ça. Voilà. Ce qui est gênant, c'est qu'on vous a souvent entendu parler de l'assistanat qui tue notre pays, comme vous dites. Vous le pensez toujours, ça ?
Je ne crois pas avoir dit que l'assistanat tuait notre pays, mais je pense que l'assistanat est un problème parce que moi j'ai grandi en cité HLM dans la ville où je suis maire aujourd'hui. J'ai connu au sein de ma famille les difficultés que pouvait engendrer le chômage, et surtout quand c'est du chômage, j'allais dire choisi, parce qu'au fond, retourner travailler coûte presque plus cher que rester à la maison. Je crois que là-dessus, il faut qu'on revalorise le travail. C'est d'ailleurs le combat qu'on mène avec la droite républicaine autour de Laurent Wauquiez, faire en sorte que le travail paye mieux, paye plus que les aides. Et on aura d'ailleurs des propositions en ce sens. Je pense qu'il faut vraiment sortir de la logique de l'assistanat quand elle est là, pour mettre la France au travail et renforcer la méritocratie. On parle là pour un directeur de cabinet, un chef de cabinet de 2 maisons de 150 mètres carrés à Chevilly-la-Rue, 700 € de loyer mensuel. C'est 5 fois en deçà du prix du marché, d'après les calculs de l'association Anticor. Je vous le répète, il y a une plus enquête. Les factures d'électricité, 45 000 € payées par la mairie. On montrera sans aucune difficulté et la légalité et la bonne foi qui est la nôtre. Les articles oublient peut-être de préciser qu'il s'agissait de baux précaires. Quand le bail est précaire, ce ne sont pas les mêmes droits pour le locataire, et donc ce ne sont pas les mêmes loyers. C'est vrai pour le marché privé également. Et en l'occurrence, on n'est pas sur une maison de 150 mètres carrés telle que vous le laissez entendre, mais on est sur des bâtiments connexes à des garages et au cimetière intercommunal. Je peux vous assurer qu'on est loin d'être dans un palace. Mais à la limite, peu importe. Évidemment, moi je suis un citoyen comme tout le monde. S'il y a une enquête, on est à la disposition de la justice et on leur montrera l'égalité et bonne foi. Merci pour ces explications. Merci Vincent Jeanbrun, député et porte-parole du groupe Droite Républicaine, d'avoir été avec nous ce matin dans le 8-30 France Info.